On peut enchaîner, hein. Nadia El Mabrouk. Nadia El Mabrouk, vous détenez un PhD en informatique théorique de l'Université de Paris 7. Vous êtes actuellement professeur titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Votre domaine de recherche est la bioinformatique, où vous spécialisez dans le développement des méthodes algorithmiques pour... Attends, c'est sorti, excusez-moi. Pour la phylogénie et la génomique comparative. Donc, vous n'allez pas nous parler de ça, ça serait un peu trop chiant. Vous allez nous parler... non, je rigole. Vous allez nous parler au Québec. Vous êtes principalement connu pour votre implication sociale en faveur de la laïcité, de la réforme du cours d'éthique et culture religieuse. Vous êtes aussi fortement impliqué dans les milieux féministes, ou plutôt ce que beaucoup de personnes diront que ce ne sont plus les milieux féministes pour certains, quand on voit comment ça a évolué. Vous êtes autrice du livre Notre laïcité, paru en 2019 aux éditions Dialogue Nord-Sud, et vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Argument, et actuellement présidente du Rassemblement pour la laïcité, porte-parole du groupe pour les droits des enfants du Québec. Je vous laisse la parole. Donc, je vais commencer par brosser un bref portrait des dérives causées par ces entorses à l'universalisme. Ensuite, je vais expliquer d'où vient cet excès de vertu, à mon avis. Je reviendrai ensuite sur le détournement de la recherche vers des impératifs moraux qui n'ont rien à voir avec la science. Et puis, je vais conclure avec une note un peu plus positive en faisant état de mon expérience personnelle. OK. Alors, c'est en 2022, 2 annonces de postes de chaire de recherche du Canada de l'Université Laval indiquaient qu'ils étaient ouverts à tous, sauf aux hommes blancs. N'est-ce pas? Alors, ces postes ont soulevé l'indignation au Québec, et puis ça a même fait l'objet d'une motion qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale de Québec pour dénoncer cette façon de faire. Bon, mais ce n'est pas parce qu'on en parle moins qu'il n'y en a plus, ou même que ça a même diminué. Ça n'a pas diminué du tout. Alors peut-être on pourrait mettre la première diapo, s'il vous plaît. Il faut que je fasse ça. Il faut faire attention quand on fait ça. Je ne voudrais pas déborder, il faut faire ça. Il faut que j'enlève mes lunettes, je suis sûre que c'est mieux. Non, c'est pas. Bah, écoutez, pourquoi pas? C'est un beau garçon, mais je peux mal placé pour en parler. Ok, alors c'est pas parce qu'on en parle moins qu'il n'y en a plus, ou même que ça a diminué. Régulièrement, des postes réservés à une certaine catégorie de personnes sont annoncés, comme dernièrement ces postes ici, 2 postes au département d'informatique de l'Université de Waterloo. Là, donc, voyez, regardez, vous pouvez lire ici, là est réservé aux personnes. Donc, this call is open only. Donc, ça, c'est pour un poste en intelligence artificielle. Open only to qualified individuals who self-identify as women, transgender, gender fluid, non-binary, or two-spirit. Voilà. Et puis, le deuxième poste... donc, pour tout en informatique, open only to qualified individuals who self-identify as member of a racialized minority. Bon, alors donc, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas, hein. C'est le contraire. Alors, vous pouvez changer. Là, vous n'allez pas bien voir, mais c'est pas grave. En fait, ça, c'est un copier-coller que j'ai... Non, c'est une capture d'écran que j'ai fait des chaires de recherche, de la page des chaires de recherche du Canada. Ce n'est pas bien grave si je ne vous voyez pas bien, mais enfin, vous voyez des chiffres ici. Donc, il s'agit en fait d'atteindre les cibles chiffrées, très détaillées, fixées par le gouvernement du Canada pour les chaires de recherche jusqu'en 2029, pour chaque université et chaque catégorie identitaire. Donc, si vous, personnes racisées, voyez, autochtones, personnes en situation de handicap, femmes et groupes en quête d'équité, personnes de minorité de genre. Voilà, donc il y a donc, les racisés, les autochtones, femmes et minorités de genre. Je ne vois vraiment pas pourquoi les femmes doivent être avec les minorités de genre et pas les hommes. Enfin bon. Voilà. Et les personnes handicapées. Donc, écoutez, c'est vrai que
sincèrement, là, quand vous allez cliquer sur cette page-là, je pense que c'est horrifiant quand même. Donc vous voyez, par exemple, là, il y a l'Université de Montréal en bas. Là, c'est en pourcentage, mais il y a d'autres tableaux où c'est en nombre. Et donc, vous voyez les objectifs jusqu'à la fin 2024, jusqu'à la fin 2025, etc. Donc, c'est très détaillé. Ça prend tel nombre d'autochtones, tel nombre de racisés, etc. Alors, donc, c'est ça. Hein. Donc, les universités qui ne s'y conforment pas, en tout cas, se verraient retirer. Donc, il y a des contraintes. Hein. Les universités sont obligées de s'y conformer. Faute de quoi, l'université se verra retirer la moitié de ses chaires de recherche et sera contrainte à limiter les postes restants aux seuls groupes sous-représentés. Alors, il y a même en fait des cibles à atteindre pour les étudiants. Là, vous pouvez changer aussi. Voilà, bourse de recherche de premier cycle. Je n'ai pas vérifié cette année, mais ça, c'est des bourses qui sont offertes aux étudiants de bac pour pouvoir faire des stages d'été avec des professeurs. Donc, voilà. Donc, pour tous les étudiants de premier cycle au Canada, hein, l'année dernière, en CRSH, donc il y a 3 organismes subventionnaires en fait. Il y a le CRSNG, le CRSH et l'IRSC. Alors, CRSNG, moi, je demande des subventions au CRSNG, c'est pour les sciences et technologies. CRSH, c'est sciences humaines. Et IRSC, c'est pour la médecine, la santé. Hein. Alors, tous les postes, regardez en bas, les BRPC du CRSH, donc les bourses du CRSH et des IRSC, sont actuellement réservés aux étudiants et étudiantes chercheurs noirs. Donc, l'année dernière, à travers le Canada, des étudiants de premier cycle, je ne sais pas cette année, je n'ai pas vérifié, mais les étudiants de premier cycle en sciences humaines et en santé, s'ils n'étaient pas noirs, ne pouvaient pas demander de bourse d'été. C'est grave quand même. Moi, ça m'a assez choqué. Alors, pour moi, c'est clairement de la discrimination. Et puis, je doute que cette discrimination-là soit à l'avantage de quiconque. Bon, alors donc, je me suis, dans le cadre de cette revue ici, je me suis demandé, c'est des dérives, hein, c'est des excès de vertu, mais des excès de quoi au juste? Alors, la question se pose. Alors, en fait, si vous allez lire, en particulier, j'ai lu la stratégie EDI des FRQ, des Fonds de recherche du Québec. Alors, si vous allez lire ça, eh bien, on fait référence à la loi d'accès à l'égalité en emploi. Peut-être vous pourriez changer. C'est ça. Ça, c'est la loi d'accès à l'égalité en emploi. Alors, cette loi provinciale, qui a son pendant fédéral, impose aux organismes publics de procéder à une analyse de leur effectif d'employés et d'établir un plan d'action permettant d'atteindre des cibles de représentativité pour certains groupes identifiés comme étant victimes de discrimination en emploi, donc dont les femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les personnes qui font partie d'une minorité visible en raison de leur race ou de la couleur de leur peau. Donc, c'est ce que dit la loi québécoise d'accès à l'égalité en emploi. Alors, l'objectif du législateur est certainement louable, notamment dans le cas des femmes, par exemple. Au moment d'adopter la loi, une équité persistait, et d'ailleurs, elle persiste toujours sur le plan financier. Par exemple, les femmes étaient majoritaires dans la presque totalité des 10 professions les moins rémunérées et minoritaires dans les 10 professions les plus rémunérées. Donc, vous savez, donc c'est clair, hein, il fallait faire quelque chose. C'est la raison d'ailleurs qui a guidé l'adoption en 1996 de la loi, pas celle-là, de la loi sur l'équité salariale. Mais la loi sur l'équité salariale s'est avérée difficile à appliquer. Et donc, cette loi-là sur l'accès à l'égalité en emploi est venue après et elle a marqué en fait un changement de paradigme. Donc, ce n'est plus aux employés qui se sentent lésés d'apporter la preuve d'une discrimination ou d'un racisme, mais c'est plutôt aux employeurs, en l'occurrence ici la fonction publique, de démontrer une volonté proactive de corriger une sous-représentativité qui serait signe de discrimination ou de racisme.
Alors ça sous-entend de fixer des cibles de représentativité pour chaque groupe, pour le voir. Donc, et puis ça, c'est le travail de la commission de la CDPDJ, de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui fait ce travail-là en se fiant principalement sur les chiffres de Statistique Canada pour déterminer un taux de disponibilité dans chaque secteur d'activité, chaque région, chaque type d'emploi. Malgré les bonnes intentions, on ne peut pas nier que la loi s'éloigne de l'universalisme. La CDPDJ, d'ailleurs elle-même, note la difficulté du processus visant à fixer des cibles de représentativité. Okay, donc c'est pas facile. C'est des cibles, c'est des quotas en tout cas qui visent des particularismes, des traits de la personne. Alors on peut comprendre les bonnes intentions, mais enfin, même la CDPDJ reconnaît que c'est pas facile. Mais alors, que dire d'extrapoler ce processus aux universités? Je le rappelle, hein, quoi qu'en disent les FRQ sur leur site, les universités ne sont en fait pas assujetties à la loi. Mais pourtant, on laisse entendre que la stratégie EDI, en fait, suit la logique de ces lois, de la loi d'équité en emploi. Alors pour moi, l'excès de zèle ou l'excès de vertu est là. Parce que comment est-ce qu'on... Déjà que ce n'est pas facile dans le cas général de la fonction publique, mais comment établir des taux de disponibilité, par exemple, pour les postes de chaire de recherche du Canada, qui sont en fait destinés à attirer les chercheurs. C'est des postes prestigieux, en fait, hein, qui sont destinés à attirer les chercheurs les plus prometteurs du monde. Autrement dit, pour lequel le bassin de recrutement, c'est le monde. Hein, avec les chiffres de Statistique Canada ne sont pas pertinents. Mais surtout, ce n'est qu'à compétence égale qu'une personne d'un groupe visé peut être favorisée en vertu de la loi d'accès à l'égalité en emploi. À compétence égale. Alors maintenant, réserver des postes à des personnes non blanches, ça ne peut pas être justifié par les lois d'accès à l'égalité en emploi. Pourtant, on n'hésite pas à le faire. Alors, si le processus s'éloigne de l'universalisme, qui est le thème de notre conférence, c'est notamment par les formulaires d'auto-identification qui sont indispensables pour fixer des cibles de représentativité. Malgré les bonnes intentions, demander à des employés de s'identifier par rapport à un concept de race, le monsieur disait il y a combien de races? C'est une très bonne question, hein, parce que le concept de race n'est pas scientifique, là, de race humaine. C'est ça, c'est sociologique ici. Eh bien, c'est un concept qui soulève des problèmes éthiques évidents. La CDPDJ note d'ailleurs dans son dernier rapport triennal que toutes, donc elle note, hein, donc c'est une phrase que je prends du rapport triennal de la CDPDJ, toutes les définitions des groupes visés posent des difficultés d'interprétation et plusieurs personnes choisissent de ne pas s'auto-identifier. Donc, pour permettre une plus grande participation, la CDPDJ simplifie au maximum le formulaire en se limitant à demander de s'identifier ou non à la catégorie minorité visible, mais sans en détailler la liste. Sauf que cette saine retenue n'embarrasse visiblement pas les gestionnaires des fonds fédéraux qui n'hésitent pas à multiplier les catégories liées à la race et à l'origine ethnique, mais aussi à l'identité de genre et même à l'orientation sexuelle. Alors, vous pouvez changer, je n'ai pas tout mis. Alors ça, c'est ce que j'ai eu à remplir. Bon, je n'ai pas mis les caractères. Après ça, il y a est-ce que vous vous identifiez comme handicapé? Est-ce que vous vous identifiez comme arabe, caucasien, machin? Je n'ai pas mis la suite, mais ça, j'aime particulièrement ce tableau-ci. Voilà, donc, mais aussi donc, l'identité de genre et même l'orientation sexuelle. Donc, vous voyez, asexuel, bisexuel, gay, hétérosexuel.
lesbiennes. Ça fait très sérieux, vous savez. Quand la directrice de département envoie ses formulaires à remplir à des professeurs qu'on voudrait inviter à présenter leur candidature pour un poste de chaire de recherche, ça fait très sérieux. Voilà. Voilà. Mais, donc, alors vous voyez qu'il y a « je préfère ne pas répondre ». D'accord, mais écoutez, je préfère ne pas répondre, mais vous ne pouvez pas ne pas remplir le formulaire en tout cas. Alors si moi j'ai essayé de skipper le formulaire, non, on ne peut pas. Là, il y a une erreur. Donc il faut absolument mettre « je préfère ne pas répondre » tout le temps. Mais pour moi, « je préfère ne pas répondre », c'est déjà une réponse. Parce que à quel genre vous vous identifiez, ben, le truc c'est que j'ai pas de genre. Okay. Donc, si je dis « je préfère ne pas répondre », pour moi, c'est une réponse qui ne me convient pas de toute façon. Même si « je préfère ne pas répondre » fait partie des réponses, cette intrusion, ben, je trouve que cette intrusion dans la vie privée de la part d'un organisme qui représente la recherche au Canada, elle est sidérante. Surtout lorsqu'on sait que dire « je préfère ne pas répondre » ou s'identifier comme homme hétérosexuel peut valoir au candidat le déclassement de son dossier ou tout simplement son rejet. Oh là là! Non mais, ok, mais je suis la seule à parler. Il faut que je cours là, et apparemment je... Pardon? Oui, d'accord, ok, mais je suis juste à la page 5. Il faut aussi noter que tandis que les lois d'accès à l'égalité visaient... regardez, et puis remarquez là, au départ, les lois d'accès à l'égalité visaient initialement surtout l'égalité des femmes. Alors la catégorie sexe a maintenant disparu, remplacée par le genre. Et regardez femmes, où est-ce que ça se trouve? Tout en bas. C'est incroyable quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, la science... Alors, donc... Tout chercheur faisant une demande de fonds à l'un des 3 conseils subventionnaires du Canada, donc, dont j'ai parlé, doit donc remplir un formulaire d'auto-identification, mais aussi détailler la façon dont il entend favoriser la diversité et l'inclusion dans sa recherche et au sein de son équipe, ainsi que sa stratégie pour lutter contre les barrières systémiques à travers sa recherche. Et donc, une partie de plus en plus importante... Donc là, j'ai fini, hein, si vous voulez, vous pouvez remettre ma photo, là, sans les lunettes. Voilà. Donc, une partie, en fait, de plus en plus importante des dossiers consiste en des déclarations d'adhésion à la vision EDI qui sont souvent imprégnées d'hypocrisie. Alors, par exemple, je vous ai traduit un paragraphe ici d'une demande de subvention que j'ai eu à lire. Alors, écoutez. Donc, tous les chercheurs doivent remplir ça. Alors, ça fait bizarre. Donc, ChatGPT est très utile pour ces parties. Hein. Alors, écoutez. Donc, en tant que membre d'une classe privilégiée, il est de la responsabilité des membres du corps enseignant de prendre l'initiative d'être inclusifs. En étant inclusifs, nous pouvons tous réaliser de grandes choses. Le tout est plus grand que la somme des parties individuelles. Nous écouterons les membres de l'équipe et les participants recrutés pour obtenir leurs commentaires et leurs suggestions concernant le projet et l'atmosphère d'inclusion que nous nous efforcerons de créer. Les microagressions seront discutées et identifiées avec l'équipe. Les impacts négatifs des microagressions et des autres formes d'exclusion seront discutés ouvertement. Amen. Ça, c'est moi qui ai rajouté Amen. Bon, alors donc, on voit que... bon, alors, est-ce que c'est ChatGPT? En tout cas, je vous dis, moi, beaucoup utilisent ChatGPT pour ça. Alors, en fait, l'avènement des stratégies EDI en recherche a donné lieu à un excès de bureaucratie. Mais le pire, à mon avis, c'est l'avènement de la science EDI. Donc, avec l'aide de l'intelligence artificielle, la catégorisation des humains est devenue l'objectif de la science EDI qui s'applique à identifier, dans tel ou tel secteur, une sous-représentation qui serait la preuve de discrimination, voire de racisme, d'homophobie, etc. Par exemple, dans une étude dont je parle ici, je vous lirai là, c'est ça qui cherche donc dans une étude qui cherche à prouver l'existence d'un biais hétéronormatif dans le domaine des sciences pures et technologies, la sous-représentativité d'étudiants de minorités sexuelles est interprétée comme de la résistance
de la part des instituts de recherche, laquelle empêcherait d'intégrer les voix et les vies LGBTQ dans les programmes, ainsi que d'une insensibilité de ces instituts demeurés réfractaires aux discussions sur les inégalités. Donc voilà de solides préjugés véhiculés par les études EDI sur les chercheurs en sciences. Donc c'est pour les chercheurs en sciences. Ils notent qu'il y a moins de gens qui s'identifient homosexuels ou transgenres. Bon, mais pourquoi est-ce que ça ne leur vient pas à l'esprit que c'est juste peut-être que les étudiants en sciences ne trouvent pas pertinent, enfin, ils préfèrent écrire, je préfère ne pas répondre, probablement. Alors, d'autres études œuvrent à identifier l'intersectionnalité race-genre qui révélerait une sous-représentation de telle ou telle discipline ou sous-discipline universitaire. Ben, c'est intéressant, mais ensuite, comment expliquer la sous-représentativité si au moins cette entorse à l'universalisme, qui est la classification des humains en fonction de caractéristiques physiques, était mise au service de la connaissance pour analyser de façon neutre et objective les facteurs pouvant expliquer ces disparités. Ça pourrait se justifier. Malheureusement, la science EDI n'explique pas. Il ne s'agit pas d'analyser, mais de trouver l'intersectionnalité, la sous-représentation incriminante permettant d'enrichir, comme un cercle vicieux, le répertoire des preuves permettant d'alimenter les politiques EDI. La thèse sous-jacente, qui n'est jamais remise en question, est que toutes les structures sociales occidentales seraient basées sur des rapports de pouvoir où les Blancs seraient les oppresseurs et les non-Blancs les opprimés. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la science, mais dans une idéologie dogmatique, hautement simpliste. Il y a les gentils et les méchants, et hautement divisive aussi. Donc, à travers cette vision dichotomique, la sous-représentation d'un groupe est nécessairement le signe d'une invisibilisation provoquée par la suprématie blanche, et cette sous-représentation crée des barrières systémiques et doit être corrigée. Alors, cette idée de représentativité et de barrière systémique, en fait, elle nie, pour revenir à l'universalisme, elle nie l'individu au profit d'une identité de groupe. Ce n'est plus l'individu qui importe, mais son statut en tant que représentant d'un groupe identitaire ciblé par la notion d'équité. Alors, je trouve qu'on s'éloigne tellement de l'universalisme qu'on frôle le clanisme ou le tribalisme. Mais pourtant, ce n'est pas la réalité de la société. Dans un pays démocratique, les citoyens se considèrent comme des individus libres, non pas comme des membres de groupes. Alors la question que j'ai posée hier, et puis je n'ai pas eu le temps d'attendre la réponse au colloque à McGill, j'ai demandé si supposons qu'on a Ali qui demande un poste, si Ali voit sa candidature rejetée, il ne sera pas moins déçu parce que Mohamed aura été admis et que l'université aura atteint ainsi son quota d'arabes. Hein? S'en fout, là. Lui, il n'aura pas été admis. Et d'ailleurs, considérer qu'Ali représente Mohamed, eh bien, voilà un solide stéréotype. Alors, par ailleurs, l'injonction à décoloniser les sciences s'est imposée en raison du fait que les découvertes scientifiques découlent de la recherche d'hommes dits blancs. Premièrement, ça relève d'une ingratitude inouïe. Hein. La médecine, notamment, a permis de sauver des millions de vies à travers le monde. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Écoutez, là, je suis à 8. Vous voulez je m'arrête, là? Oui, mais j'ai regardé. Oui, stop, oui. Oh là là. Oui, mais alors, si je pouvais discuter, j'ai commencé en retard, par exemple. Bon, écoutez, vous me permettez? Est-ce qu'on vote? Ok, je continue alors. Alors, la médecine a notamment permis de sauver des millions de vies à travers le monde. Mais parce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire à la fin quand même. Pour les penseurs des Lumières, c'est l'être humain qui était un objet d'étude, suivant une conception universelle de la nature humaine. Les scientifiques héritiers des Lumières n'ont pas manqué d'humanisme, mais leurs progrès ont été rendus possibles grâce à une démarche scientifique rigoureuse basée sur la pensée rationnelle, non pas sur des mythes ou des légendes urbaines. Malheureusement, donc comme disait David ce matin, c'est ça, la vérité est universelle, quelle que soit la personne
qui fait la découverte, eh bien, c'est la découverte qui est importante. Malheureusement, avec l'appel à décoloniser les sciences, dont se prévaut notamment mon syndicat de professeurs, c'est ce rationalisme et cette méthode scientifique qui devraient maintenant être décolonisés. Ça donne lieu à des projets de recherche pas sérieux et qui laissent craindre des reculs inquiétants, irrationnels et parfois dangereux. Par exemple, les IRSC ont annoncé le financement de 1,2 million de dollars à une chercheuse en Ontario pour étudier la prévention du cancer à l'aide de pratiques de guérison traditionnelle autochtone. Ouais, c'est ça. Elle dit « Nous devons cesser de considérer les facteurs de risque prévalents du cancer comme tels et commencer à y voir des symptômes de colonialisme. » Moi, personnellement, j'ai eu à évaluer une demande de subvention fédérale qui prévoyait l'intégration de récits traditionnels pour étudier les bactéries qui se dégagent de la fonte du pergélisol dans les environnements arctiques. D'autres projets sont spécifiquement orientés pour alimenter les politiques EDI. Par exemple, en 2023, le CRSH a accordé 30 subventions de 30 000 $ chacune pour Shifting Dynamics of Privilege and Marginalization. Bon, bref, écoutez, là, si je n'ai pas le temps, je vais vous passer ça. Je vais arriver à la conclusion. Donc, concrètement, la pénétration de l'idéologie EDI dans les critères de financement de la recherche et de recrutement universitaire est telle que, à mon avis, les maigres bénéfices escomptés du fait d'une meilleure prise en compte des groupes sociaux, on ne nie pas que ça parte de bonne volonté. Mais moi, je pense que les maigres bénéfices escomptés eh bien, ont été engloutis dans des excès de vertu, des dérives idéologiques et de bureaucratie. Alors, en particulier, on a un foisonnement de postes administratifs, de plans stratégiques, de formations d'appoint dédiées à la création d'une université consciente de la race. Mais comment prétendre lutter contre le racisme en braquant le projecteur sur la race et la couleur de peau partout et en tout temps? Et comment des mesures discriminatoires pour les uns pourraient-elles être bénéfiques pour les autres? Au contraire, on ne peut que craindre qu'on ne fasse que créer des biais négatifs envers des personnes embauchées sur la base de leur identité, ou encore discréditer la science par des projets de recherche employant un vocabulaire et des objectifs hautement idéologiques. Encourager des recherches biaisées où hypothèses et conclusions sont alignées sur des prémices jamais interrogées empêche la réalisation de travaux qui pourraient être bénéfiques à l'atteinte d'une véritable justice sociale. Ok, alors là, je vais terminer sur une petite note un peu positive et puis une expérience personnelle. Alors, en fait, les fonds de recherche du Québec ont, depuis quelques années, en tout cas, j'ai surtout parlé des fonds du Canada, mais les fonds de recherche du Québec aussi ont pris la même voie en ce qui concerne la stratégie EDI, en intégrant les exigences en matière d'EDI dans les demandes de subventions de professeurs et même dans les demandes de bourse des étudiants. Mais un groupe de chercheurs, dont certains sont ici d'ailleurs, s'est mobilisé et plusieurs lettres ont été envoyées au scientifique en chef pour lui expliquer qu'on ne gagne rien à détourner la science vers des impératifs moraux qui n'ont rien à voir avec la science. Eh bien, bonne nouvelle, les critères EDI ont disparu cette année des demandes de subventions. J'ai eu l'occasion, en fait, de m'en apercevoir quand j'ai fait une demande de subvention pour un projet d'équipe FRQNT. La partie des exigences EDI a été remplacée par une partie relative aux débouchés professionnels pour les étudiants impliqués dans le projet. Ben, c'est mieux. Hein? Et pour ma demande CRSNG, en fait, ça m'inquiétait pas mal. Bien que ce soit la subvention la plus importante, c'est très important le CRSNG pour des professeurs. En tout cas, c'est la subvention la plus importante, mais ça m'embêtait depuis un moment de devoir écrire une tartinade comme je l'ai lu. Alors, j'ai décidé de tenter une expérience quand même. L'objectif de l'EDI, c'est d'être inclusif. Mais moi, je travaille, mais écoutez, moi, je milite, je suis une bénévole pour la laïcité, je travaille beaucoup pour la laïcité, et l'objectif de la laïcité, c'est aussi l'inclusion, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit que j'allais la jouer franc jeu et qu'advienne que pourra. Alors, j'ai donc écrit ceci en anglais dans ma demande de subvention. Plus largement, je participe activement à la création d'une société équitable,
inclusive, accueillante et ouverte, en œuvrant à la promotion de la laïcité. Dans une société de plus en plus diversifiée et pluraliste, il est important que tous les membres de la société, en particulier les femmes et les enfants, quelle que soit leur origine nationale, ethnique ou religieuse, aient accès aux mêmes avantages d'une société moderne, ainsi qu'à la même protection de leurs droits. C'est pourquoi je m'engage en faveur de la laïcité. En 2019, j'ai publié un livre intitulé « Notre laïcité », édité par Dialogue Nord-Sud, dans lequel je présente la laïcité comme la base d'une société pacifique et de la démocratie. J'ai initié avec succès différentes initiatives pour rassembler des personnes de différentes minorités visibles dans ce projet de société. Eh bien, je viens d'avoir la réponse. Ma demande a été financée de façon tout à fait satisfaisante, je suis bien contente, sans aucun commentaire négatif sur cette partie. Au contraire, le critère excellence de la chercheuse a été considéré très élevé. Alors, voilà.